On va commencer par Léa Tricot et Émeric Durier. Bravo. Alors, Léa et Émeric sont étudiants à l'ENSAD. Ils sont aujourd'hui en 3e année. Et ils vont vous présenter un projet qui a été fait donc en 2e année. Je vais vous laisser expliquer le contexte. Donc, MIA est un projet que nous avons réalisé dans le cadre d'un workshop sur le thème du design et du médical avec Joseph Mazoyer l'année dernière. Donc, la problématique posée, c'était à partir d'une expérience personnelle plutôt négative liée au médical ou à l'hôpital, lui trouver une alternative. Donc, on a voulu parler de la sortie d'hôpital d'un enfant suite à la découverte d'un diabète de type 1. Donc je suis diabétique depuis mes 16 ans. Je suis sortie de l'hôpital, mon traitement dans mon sac plastique, complètement angoissée face à cette nouveauté dans ma vie. Donc MI, le but, MI qui signifie avec moi en latin, c'est un objet qui se veut rassurant dans cette étape compliquée qu'est la découverte d'une nouvelle maladie et notamment du diabète dans la vie de l'enfant. Donc, voilà. Donc dans MI, il y a 1 mois de traitement. Donc le diabète de type 1 est une maladie auto-immune liée à la déficience du pancréas qui ne sécrète plus d'insuline, ce qui entraîne des déséquilibres au niveau des glycémies, donc hypoglycémie et hyperglycémie. En France, on estime à plus de 20 000 le nombre d'enfants ayant un diabète de type 1 et on assiste à un rajeunissement de la déclaration du diabète dans la petite enfance. Donc, dans 1 mois de traitement, on retrouve le glucagène, qui est le kit d'urgence en cas d'hypoglycémie sévère, l'insuline rapide que l'on prend au moment des repas et l'insuline lente qui permet aux diabétiques de vivre sur 24 heures, le lecteur de glycémie, le piqueur, les bandelettes pour prendre la glycémie et les aiguilles pour faire les piqûres. Alors dans la plupart des cas, le diabète de type 1 se déclenche durant l'enfance ou l'adolescence de la personne malade. Après la découverte de la maladie, l'enfant va devoir être hospitalisé pendant 1 à 2 semaines. Pendant cette hospitalisation, il va passer une série d'examens liés à sa maladie, mais il va aussi apprendre à gérer son traitement. Gérer son traitement, ça veut dire apprendre à mesurer sa glycémie et pouvoir la gérer grâce à ces injections d'insuline. Les premières piqûres vont être réalisées par le personnel médical, mais suite à cela, ce sont bien souvent les parents qui vont prendre le relais vis-à-vis du traitement de l'enfant. Dans certains cas, en fonction de la maturité et de l'âge de l'enfant, on va pouvoir lui apprendre à se piquer lui-même. Mais à la fin de l'hospitalisation, ce sont encore les parents qui vont prendre souvent le relais face à ce traitement. D'ailleurs, à la fin de l'hospitalisation, la totalité des outils sont bien souvent remis aux parents dans un petit sac plastique, comme le disait Léa. Cela rend déjà l'enfant dépendant de ses parents face à une maladie qui va le suivre toute sa vie. L'idée de MI, c'est de créer un objet qui va être remis à l'enfant, qui réunit tous les outils du traitement du traitement pour le diabète. L'objet lui est remis en main propre. L'important, c'est qu'il sorte de l'hôpital avec cet objet sous le bras, qu'arrivé chez lui, il puisse l'installer dans sa chambre où il va pouvoir s'intégrer à son espace de vie. Et dans un troisième temps, MI va aussi le suivre dans son quotidien. Il y a une notion de transport qui est aussi assez importante dans notre projet. Il fallait que l'objet soit assez petit pour être transporté par un enfant. Il ne dépasse pas les 25 cm de long. Et il peut être porté à l'aide d'une anse au-dessus du bras. Il est très léger. Et ainsi, l'enfant peut sortir facilement de l'hôpital avec son traitement. Donc MI est en 2 parties. Donc une première trousse qui reste à la maison et qui se clipse au bureau. J'y reviendrai un peu plus tard. Et une deuxième trousse, celle qu'on voit au centre en rose, qui se retire et que l'enfant peut promener là où sa vie de tous les jours le mène.
donc à l'école, ses activités extrascolaires, etc. Donc là, voilà des modélisations, histoire d'avoir un peu plus une idée de l'objet. Donc, on a souhaité développer le projet autour de cette forme parce qu'elle permet de se déplier sur le bureau et permet à l'enfant d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui lui reste pour son traitement pour le mois et également pour le lendemain. Donc le principe, c'est que l'objet se clip sur le bureau à l'aide de cette pince et le soir, en préparant son cartable pour le lendemain, il va déplier sa trousse qui balade au quotidien et se rendre compte de ce qui lui reste pour le lendemain, histoire qu'il n'y ait pas d'oubli. Et ça permet à l'enfant de vraiment être autonome par rapport à ses parents parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les parents, on a contacté pas mal de services diabétologie pédiatrique et bien souvent les parents s'occupent d'absolument tout, ce qui fait que l'enfant arrivé vers 10-11 ans va se retrouver à devoir gérer sa maladie comme si on venait de le redécouvrir parce que en fait les parents sont toujours occupés de tout. Voilà. Il y a aussi une dimension sensible essentielle dans ce projet. Il était important pour nous de choisir des matières et des couleurs qui évoquaient la douceur et le réconfort pour un enfant qui va devoir suivre ce traitement. C'est pour ça que nous avons choisi le bois à l'extérieur de Mini. On a aussi choisi le liège pour la trousse. Il n'est pas présent sur le prototype, mais on a pu le voir sur les modélisations. Ces matières chaudes permettent aussi à l'objet de s'intégrer à l'espace de vie de l'enfant, c'est-à-dire sa chambre, en tant que faisant réellement partie de son mobilier. À côté de ça, dès qu'on ouvre Mini, on peut voir l'utilisation de nombreux textiles, de feutres, de rubans, dont la couleur et même le toucher évoquent la douceur. Et dans ces cas-là, peuvent apporter du réconfort à l'enfant face à des objets qui sont à l'intérieur de Mini, qui eux ont un design un peu plus beaucoup plus dur en fait, avec des couleurs un peu plus criardes, des couleurs plus dures. Donc l'idée est de rassurer l'enfant face à son traitement, face à sa maladie, et l'aider à l'autonomiser dans sa vie de tous les jours. Cependant, il y a quand même quelques améliorations à faire sur ce projet. Là, on est encore à l'étape de prototype, mais il serait bien que tous ces textiles, ces rubans puissent être détachables et lavables, dans un souci d'hygiène lié au fait que cet objet permet de stocker du matériel médical. Et puis, c'est un objet qu'on pourrait très bien imaginer en une gamme que ça aille de l'enfance à l'âge adulte. Parce que c'est vrai que les adultes aussi ont besoin d'avoir un objet doux qui leur permet d'assimiler cette maladie. Et je crois que c'est tout. Voilà. A participé au projet HOP l'année dernière à l'ENSA Limoges avec l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Il est maintenant en 4e année à Saint-Étienne. Donc, je m'appelle Alex Delbos Gomez et je vais vous présenter ce que j'ai développé pour le service cancérologie des enfants de l'hôpital de Bordeaux. Et je vais, pour commencer, vous lire un petit texte que j'ai écrit pour rentrer dans le sujet, quoi. Le service cancérologie des enfants est comme une bulle isolée de tout. Le patient est confronté à un manque de repères soudains. Dès le diagnostic effectué, tout s'enchaîne très vite. Il se retrouve dans un environnement totalement inconnu, stérile et contraignant. N'ayant toujours pas la maturité nécessaire pour comprendre ce qui lui arrive, l'hospitalisation peut être déstabilisante et brutale. Du jour au lendemain, l'enfant concerné ne se retrouve plus en classe, n'est plus avec ses copains-copines et ne rentre plus à la maison en fin de journée.
La prise de médicaments affaiblit le corps et réduit considérablement la possibilité de se déplacer. Dans le cas d'un enfant aplasique, c'est-à-dire en période de déficience aiguë des défenses immunitaires, les visites sont restreintes et s'effectuent avec blouse, charlotte et masque en papier. L'hôpital établit des règles d'hygiène strictes pour éviter toute complication éventuelle. L'hospitalisation est subie, mais nécessaire. Le patient doit vivre avec de nombreuses contraintes. Mais, à y réfléchir, un astronaute qui séjourne dans l'ISS, la Station spatiale internationale, il partage un grand nombre de contraintes similaires. Il se nourrit d'alimentation transformée, emballée. Il se trouve isolé de la Terre, n'ayant pas d'autres moyens de communication avec l'extérieur qu'avec des écrans numériques. Son corps est affaibli par le manque de pesanteur et doit réapprendre à se mouvoir correctement dans son nouvel environnement. Enfin, l'astronaute enfile des vêtements et combinaisons spéciales pour se protéger de la dépressurisation en cas d'expédition extravéhiculaire. Tant de similitudes qui me permettent de faire un parallèle entre la vie d'un patient atteint d'un cancer et d'un astronaute. Si le patient subit son hospitalisation, l'astronaute, au contraire, a choisi sa condition. Le projet Moi astronaute consiste à plonger un jeune patient dans l'expérience unique, la vie dans l'espace. Alors déjà, ça j'ai fait un petit dessin de à quoi ressemble le bâtiment de l'hôpital des enfants. Alors, déjà en soi, je trouve que ça représente bien un vaisseau spatial. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un enfant, ça a une imagination débordante. Il faut juste allumer le feu avec une petite étincelle et tout part. Tout nous dépasse d'ailleurs, parce qu'en fait ils vont s'approprier les histoires qu'on leur donne. Alors là je vous présente le plan du vaisseau. Il y a la chambre qui devient le centre de contrôle, la cuisine, le laboratoire, la salle de jeu qui devient le centre d'expérimentation, la chambre on en a parlé, la salle à manger des visiteurs. Non, ça c'est le nom normal. Mais sinon, ça devient le sas de communication spatio-terrestre. Voilà. Et c'est surtout un travail qui se fait au quotidien. Donc, je sais pas si j'ai peut-être oublié de le dire, mais non, vous allez voir. Donc, mon travail est de changer quelques petits éléments. Donc le vocabulaire, le lexique, la nomenclature, tous ces petites choses qu'on parle, qu'on dit, qu'on utilise au quotidien. Eh bien, moi je fais un parallèle entre ce qui existe déjà dans les hôpitaux. Donc les grosses machines, les IRM, les gros lits d'hôpitaux en plastique, injectés, couleur crème, ces choses-là, je trouve que ça, finalement, je trouve que ça a une esthétique très proche de celui de l'astronaute. Et donc du coup, avec juste des petites choses, j'essaye de leur faire rentrer dans cet univers de station spatiale. Et donc là on voit par exemple, bon c'est moi, j'avais pas d'autres personnes à portée de main, mais l'infirmier ou l'infirmière qui se transforme en scientifique, expert, machiniste, pourquoi pas. Le médecin, lui aussi un astronaute, comme le patient, mais le mec il s'y connaît quoi, chef d'opération.
On peut communiquer avec la Terre, bien évidemment, avec les moyens que nous disposons au XXIe siècle, c'est-à-dire les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, tout ça, Skype. Et donc, par ce biais-là, on peut développer continuer à développer l'univers spatial. Alors, sujet important, qui était à la base le sujet principal, bon, j'ai un petit peu dévié, c'était sur le repas. Cécile Vérité, la chef de service du service cancérologie des enfants de Bordeaux, a constaté un manque d'appétit chez les enfants hospitalisés, surtout dans ce service-là, par exemple la prise de médicaments qui empêche, peut-être que je l'ai lu dans le texte, qui empêche le goût, c'est un effacement du goût. Il y a aussi le stress du lieu qui est complètement nouveau chez l'enfant. Et c'est donc je pense qu'il peut même faire peur, quoi. Toutes ces machines, ces salles aseptisées. Et donc, au lieu de travailler cette nourriture, qui en fait on nous a dit dès le départ, ben, on n'y touche pas, hein, parce que pour l'hygiène, pour l'organisation, tout ça sera jamais changé. Donc, je transforme cette nourriture en nourriture spatiale. Alors, ce sauté de veau devient un produit directement importé par Space Food. Donc, quand on mange ce superbe sauté de veau et petits légumes, on renforce ses muscles et ça aide à la concentration pour mener à bien ses missions. Voilà. Et en parallèle, on peut faire des activités pour créer, pour faire illusion, pour rendre nos objets du quotidien vaisseaux. Donc, on peut imprimer sur des... Alors, j'ai des exemples ici, comme ça. Alors, bon, il manque des choses. Je viens de loin, j'ai pas eu beaucoup de temps pour les monter. Je suis désolé du résultat, hein. Mais avec ces petites impressions, avec un petit peu de découpage et de collage, on peut transformer des méchantes machines en super vaisseaux spatiaux. Je vous laisse apprécier les images. Alors évidemment, on peut faire développer un univers dessiné aussi, des stickers, ou il y a des vaisseaux spatiaux aussi, partout, c'est le thème, quoi, hein. Voilà. Ah non, on peut voir un IRM aussi, mais il se confond dans les autres objets, les autres satellites. Alors, pour conclure, j'ai développé ce système-là assez simple à diffuser parce qu'économique, tout simplement. Il n'y a rien à faire, il y a juste à imprimer, à recevoir des stickers, à recevoir des costumes et à changer les noms. J'ai pas oublié l'imagination des enfants, parce qu'évidemment sans elle, ça marcherait tout simplement pas. Et voilà, tout simplement. Je crois avoir oublié plein de trucs, mais je crois qu'on a un moment de questions après. Donc, c'est pas maintenant, mais vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Merci. Alors nous accueillons Aurélie Roland, qui est ancienne étudiante à l'ENSAD
et qui est sorti maintenant de l'ENSA depuis 2 ans déjà, qui est aujourd'hui UX designer aux incubateurs des ministères sociaux. Alors bonjour, donc moi c'est Aurélie Roland, je suis product designer à l'incubateur des ministères sociaux. Alors product designer, c'est designer, je me considère comme étant un designer, mais je travaille surtout avec des interfaces numériques, ce que vous pouvez appeler un site, une application. Et donc j'ai été diplômée des Arts décoratifs de Paris en 2017 et en design objet, donc voilà. Sophie m'a demandé d'intervenir aujourd'hui et de me parler un peu de mon métier de designer et de parler un peu des projets que j'ai pu mener. Et moi, j'ai décidé de vous expliquer, de vous raconter les 5 choses que j'ai apprises sur comment et pourquoi emmener l'utilisateur dans vos réflexions et comment concevoir avec lui vos produits. Donc voilà, il y aura 3 parties, ce sera court et ce sera illustré par des projets autour de la santé. Donc première partie, c'est trouver du sens. Donc, ça nous emmène en 2015, donc il y a 4 ans. Je suis étudiante en 3e année aux Arts décoratifs de Paris et on nous parle du projet Le Handicap. J'ai fait à peu près cette tête-là. J'ai pas de problème. Dans ma famille aussi, je suis désolée, j'ai du mal avec le... Je le tiens à moitié. Ah, merci. Et donc voilà. Et vous m'entendez si je parle comme ça ou pas? Non. Parce que je parle avec les mains, je suis désolée. Ouais, c'est bon. Et donc, et donc voilà. Donc le handicap, c'est un sujet qui était assez abscon pour moi. J'ai pas de personne, donc je suis pas, j'ai pas de problème dans ma famille non plus, dans mon entourage proche. Et donc j'ai eu beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps en fait à m'approprier le sujet. Où finalement j'ai beaucoup lu, j'ai fait énormément de recherches. Je n'ai rien produit pendant plusieurs semaines. Et voilà, j'ai essayé de m'imprégner un peu du sujet, de comprendre vraiment là où je pouvais être légitime pour intervenir. Et donc là, on va dire qu'il y a l'intuition qui est arrivée. Donc voilà, c'était quand j'étais petite, je me suis fait mordre par une vipère quand j'étais enfant. J'ai fini évidemment à l'hôpital. Je trouvais que c'était hyper marrant l'hôpital parce que j'avais plein de médecins qui venaient me voir et ma mère qui dormait avec moi. Sauf qu'il y a une petite fille qui nous a rejoints, et parce que ses parents ne pouvaient pas être là, et donc cette petite fille, elle n'avait plus l'usage de la parole, elle avait beaucoup de mal à s'alimenter, et donc ma mère s'est beaucoup occupée de cette petite fille, et je me suis dit en fait finalement, cette histoire-là en fait rentre complètement dans le champ de l'handicap. Je me suis dit que j'avais envie de travailler justement autour de l'expression des émotions chez les enfants en milieu hospitalier. Donc là, je contacte Marie Blo, qui est psychologue. On discute un peu du projet et finalement, en fait, elle me nourrit beaucoup. Elle me donne des livres à lire, beaucoup de psychiatres, de psychologues. Ça nourrit en fait le projet et ainsi de suite, ça crée des maillages. Et donc l'aventurier est né. L'aventurier, en fait, c'est un doudou, c'est un navigateur ou un explorateur sur lequel l'enfant peut venir transposer ses émotions grâce à des boutons émotions. Donc pour l'enfant, la petite lampe s'allume, il n'y a pas de... Voilà, c'est un peu la magie. Et par contre, pour les parents, on est capable d'avoir de la donnée sur comment l'enfant se sent. Et ça permet surtout d'avoir une espèce de cartographie de ses émotions. Donc voilà, ce que je ne dis pas, c'est qu'il y a aussi une interface, et je la faisais tester avec mes parents qui m'ont aidé à l'améliorer. Et donc voilà, et donc la première chose que je crois que j'ai appris à ce moment-là, c'était que toute conception, en fait, elle naît d'une intuition. Il y a quelque chose où on s'inspire. J'ai lu un livre dernièrement, bon alors c'est pas du tout dans le milieu du design, c'est autour de la data analyse, mais en fait l'écrivain parle de la personne qui fait des choses avec les data comme étant dans la police scientifique, où en fait on a une scène de crime. Et maintenant il faut savoir où aller chercher les empreintes. Et en fait c'est l'intuition, c'est la personne, donc le policier qui va dire ah bah là on peut aller chercher par là, il met l'empreinte, et là ça révèle ou pas des indices. Et je pense qu'en tant que designer, c'est un peu la même chose. On a une intuition, on se dit on va aller chercher un peu par là. Et in fine, en fait, c'est avec les utilisateurs, quand on en parle, quand on confronte et quand on comprend un peu mieux ce qui se passe, que ça devient des solutions. Donc voilà. Donc après ça, je commence à m'intéresser à ce qu'est l'UX design. Je pars en Islande étudier le design social où j'ai travaillé avec la Croix-Rouge islandaise. Je reviens en France. En fait, j'ai la chance d'être contactée par le chef de service des soins palliatifs de Necker. Et donc, moi, je suis en 5e année. J'ai un projet de diplôme à faire d'1 an. Et on discute un peu de comment on peut, qu'est-ce que je peux leur apporter.
Alors clairement, je me sentais pas du tout à l'aise avec l'idée de travailler avec des enfants en soins palliatifs. Et donc il m'a renvoyée vers le chef de service de dialyse. Et donc là, j'ai commencé à travailler avec lui, où j'ai eu accès directement aux utilisateurs. Et donc le produit Eléa est né. Donc c'est à destination des patients qui ont des maladies chroniques qui sont chez eux, qui sont aussi capables de répondre à des questionnaires de qualité de vie et en contrepartie, enfin pas en contrepartie, ils ont accès à des contenus autour pour améliorer en fait leur bien-être et leur santé. Et tout ça c'est complètement gamifié, donc en fait c'est très ludique. Donc en fait on n'a pas ce côté totalement médical. Donc voilà, donc ça c'est Louise. Donc il y a des objets et tout, c'est un projet qui est un peu plus complexe. Donc voilà, et donc là c'est la deuxième chose que j'ai sûrement apprise, c'est qu'en fait le design, c'est pas concevoir un objet ou une interface, c'est de concevoir un écosystème. C'est de comprendre vraiment quel est le quotidien de l'utilisateur et de savoir quelle narration on va lui offrir. Je pense qu'on a eu un très bel exemple là tout à l'heure, enfin à l'instant, justement on ne produit pas qu'un objet, mais on crée vraiment tout un univers et on emmène nos utilisateurs dans un monde et pas juste avec un objet anecdotique qui ne sera pas forcément utilisé. Donc voilà, donc là je suis diplômée. La question se pose de qu'est-ce que je vais faire après. Et donc voilà, je sais une chose, je sais que je veux continuer à travailler avec les utilisateurs. Je trouve énormément de sens à travailler dans le milieu de la santé parce que je pense que, encore une fois, le milieu de la santé, on peut le voir surtout comme soigner le corps, mais en fait, c'est pas juste soigner le corps, on est des êtres humains et ce serait que partiel en fait de s'occuper du corps. Et je suis aussi curieuse du monde et des possibilités. Alors ça, c'est une façon mignonne de dire que j'aime beaucoup les nouvelles technologies, que je teste beaucoup de choses et que je suis très très curieuse. Et voilà, et c'est quelque chose qui m'intéressait d'explorer. Donc voilà, là on arrive dans la deuxième partie où je découvre le milieu de la recherche. Et donc je travaille sur Louise, c'est un objet qui a été fait par des post-doctorants du Centre de recherche en informatique des mines ParisTech. Alors Louise, pour faire simplement, c'est devenu un appel malade vocal. Il faut imaginer qu'en 2017, à l'époque, on n'a pas encore le Google Home et Alexa. Donc vous voyez les assistants vocaux. Donc voilà. Mais donc en fait, quand j'arrive, donc j'ai une équipe de deux post-doctorants en informatique et une personne qui est plutôt business qui arrive en me disant bah tiens, on a une technologie, on a un petit avatar qui ressemble vachement à un Sims, qui est capable de parler avec une personne, donc dans des EHPAD, c'est plutôt dans des EHPAD. Et en fait, nous, on lui propose qu'est-ce qu'il va manger à midi. Sauf que on s'est rendu compte que c'était pas forcément un usage, et donc c'est pour ça qu'on fait appel à un designer pour savoir vraiment dans quel contexte on peut inscrire notre technologie. Donc voilà, donc je suis arrivée, en fait il fallait trouver un usage, sachant on avait nos bureaux au Living Lab de Broca. Donc c'est un hôpital avec des personnes âgées, donc beaucoup d'Alzheimer et de démence. Et donc voilà, et donc qu'est-ce qu'on fait après donc c'est vrai que c'est un peu étrange. Quand je suis arrivée, je fais on a une technologie, il faut qu'on trouve un besoin, c'est quand même un peu étrange. Mais pourquoi pas? Au moins, ils avaient une belle technologie et on verra ce qu'on peut en faire. Donc en fait, les premières étapes, ça a été d'immersion, donc ce qu'on appelle du shadowing, où je suis restée dans l'hôpital, où j'ai beaucoup marché. Donc il faut imaginer que on a des personnes qui sont âgées, qui ont des démences, donc ça crée énormément. Il y a énormément de bruit, il y a beaucoup d'appels à l'aide. C'est un environnement qui est vraiment très, très spécial. Donc suite à ça, je commence à faire des interviews avec les soignants qui étaient surtout des infirmiers, et aussi avec des patients, et avec des aidants soins. Donc c'est souvent la famille qui aide les patients qui ont Alzheimer dans leur quotidien. Et j'anime aussi des focus group dans l'idée de trouver en fait où est-ce qu'on peut les aider et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc des patients, on s'est rendu compte qu'en fait le système de télécommande d'appel malade, ça marchait pas du tout. Parce qu'il y avait toute une population qui oubliait qui pouvait appeler. Il y avait toute une population qui n'était pas en capacité physique d'appeler. Et il y avait aussi toute une partie des personnes qui, elles, appelaient, mais le temps que les infirmiers arrivent, avaient oublié pourquoi ils avaient appelé. Pour les soignants, on avait une autre problématique. Alors, il faut imaginer que c'était des grands couloirs et que, donc, quand un patient sonnait, il fallait aller de l'autre côté du couloir. Il y avait un
un petit tableau, électronique, et il y avait le numéro de la chambre. Mais donc en fait, les patients devaient sortir du couloir pour aller voir quelle chambre avait appelé, pour aller le traiter. Enfin, c'était extrêmement compliqué. Et ils nous disaient qu'ils avaient vraiment besoin de prioriser les appels. Parce qu'en fait, il y avait donc ça sonnait quand même assez souvent et il y avait beaucoup de personnes qui criaient aussi. Et donc en fait, des fois, ils ne savaient plus vraiment à quel moment, quelle était l'intervention principale. Donc ça, ils nous ont dit qu'ils avaient besoin de prioriser les appels et d'avoir accès aussi facilement aux appels, avec la contrepartie que ça devait être un système qui était peu coûteux, qui ne devait pas du tout être envahissant et qui devait répondre à des problèmes de batterie ou de vol ou de casse. Et donc là, c'est la troisième chose que j'ai apprise avec ces interviews et ces focus group, c'est de concevoir avec un utilisateur, c'est pas forcément réaliser tout ce qu'il demande. Par exemple, dans un focus group, j'avais tout un groupe de soignants qui m'avaient dit qu'ils voulaient avoir une oreillette avec une personne qui leur parle et qui pouvait leur dire qu'est-ce qu'il y avait à traiter ou quoi que ce soit. Bon, dans l'écosystème, ça marchait pas forcément. Mais par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand on discute avec eux et qu'on mène des groupes, en fait, on peut comprendre en fait quel est le besoin sous-jacent. Et clairement, quand ils nous disaient oui, en fait, ce serait bien d'avoir une oreillette et quelqu'un qui nous parle, en fait, c'était quelque chose où ils n'étaient pas actifs, où clairement, en fait, ils avaient pas, il fallait que ce soit quelque chose où ce soit très très passif pour que ça envahisse pas leur quotidien. Donc voilà. Donc Louise est née à ce moment-là. Donc voilà, je vous disais, c'était une interface vocale. En fait, les patients, on pouvait déclencher l'interface avec des à l'aide, au secours infirmière où j'ai besoin d'aide. Là, on avait une espèce de chemin d'interaction. On était capable de savoir en fait si c'était un niveau très important, donc quand on ne comprend pas ce que le patient veut, ou une alerte rouge où là c'est plutôt je suis tombée, j'ai mal, voilà, ou une alerte orange où c'est plus de l'ordre j'ai faim ou j'ai froid, et une alerte jaune, tasser mon oreiller ou des choses comme ça. Et donc voilà, comme ça on était capable, en fait, grâce à leur technologie, à la technologie des doctorants, de pouvoir créer cette hiérarchie de besoins et de l'envoyer aux soignants qui, eux, avaient leur objet fixé sur leur petit chariot. Et en fait, ils n'avaient aucune interaction à avoir avec, c'était juste des niveaux de couleurs, le numéro de la chambre, et ils pouvaient aller depuis combien de temps le patient attendait, et et quand est-ce qu'ils intervenaient. Et donc là, ce qui me paraît assez important, c'est que j'ai eu des phases de test dans toutes les parties de la conception. Pas juste au moment où on a plus ou moins fini, on a testé tout le temps, avec pareil des patients, des soignants, pour vraiment avoir la chose la plus qualitative possible. Et donc voilà, à chaque fois on faisait des allers-retours, sachant que j'étais en prototype, donc c'était un peu du low cost. Par exemple, voilà, on programmait avec Google en Action. Et donc voilà, comme ça évitait qu'on produise, qu'on mette du temps, et ça nous permettait surtout de nous adapter tout de suite au retour utilisateur. Merci. Donc voilà. Et donc voilà, et donc ça c'est la quatrième chose que j'aurais apprise, c'est de faire tester régulièrement vos utilisateurs à toutes les phases de conception d'un projet. C'est hyper important parce que ça vous permet de vous ajuster tout le temps et de pouvoir avoir le produit qui soit le plus qualitatif possible. Et ne pas hésiter aussi à faire appel à des experts. Je me souviens, donc pour les chemins d'interaction, on avait des documents Excel avec beaucoup d'entrées, quasiment toutes les demandes que les utilisateurs pouvaient toutes les demandes que les patients pouvaient avoir. Et en fait, ça devenait très difficile à gérer. Donc à ce moment-là, j'ai été aidée par un linguiste qui nous a vraiment aidés sur comment en fait on communique et quelles questions on fait et comment on les range. Et ça a été hyper important pour la suite de notre projet. Donc voilà, donc je vais vous parler de la fin de projet. Alors il faut imaginer que c'était un projet d'1 an. Moi, je suis arrivée au bout de 6 mois. Donc on a fait tout ça en 6 mois. Et donc au bout de 6 mois, on avait la possibilité de continuer avec une start-up. Alors moi, c'était clair, ça ne me correspond pas vraiment l'esprit start-up, on va dire. Donc pour moi, je n'aurais pas continué. Moi, ce que j'aime, c'est la recherche, c'est découvrir des choses. Et continuer, ça m'intéressait pas trop. Et les garçons, donc l'équipe qui était quand même très dans la recherche, se dire bon bah maintenant on bloque un produit et on va chercher des moyens de vivre et de le diffuser. C'était pas clairement dans nos ambitions. Donc voilà. Mais par contre, on s'était dit que si le projet devait continuer ou si on devait le transmettre à quelqu'un, en fait, on leur aurait dit, bon, alors on s'est rendu compte que, donc on a fait des tests utilisateurs, les patients qui ont Alzheimer, on avait des Alzheimer modérés qui arrivaient même à interagir avec.
Mais en fait, commencer le produit en adressant tout de suite cette population, c'est un peu dommage, c'est un peu bête, et que finalement, il fallait peut-être commencer par adresser des populations qui n'avaient pas de démence, donc quelqu'un qui ne pouvait pas appeler physiquement parce qu'il s'était cassé un bras ou il ne pouvait pas, pour pouvoir faire continuer le projet de vivre. Je ne sais pas si c'est très clair. Si. Pour pouvoir en fait commencer petit. Et après, adresser, donc même si notre cible finale, c'est justement des personnes qui ont des troubles cognitifs, se dire que pour commencer le projet, s'il doit avoir une vie après la recherche, commencer plus petit avec des publics moins compliqués, et après le faire grandir. Et donc là, c'est la cinquième chose que j'ai apprise. Concevoir un service, aussi de le concevoir avec une bonne connaissance des capacités de l'équipe, donc financière et technologique. Le concevoir en dehors d'une réalité, en fait, c'est prendre le risque qu'il n'atteigne jamais ses utilisateurs finaux, puisqu'il ne peut jamais naître. Et voilà. Et donc maintenant, quand je conçois quelque chose, j'ai toujours ça en tête en me disant, ok, alors on peut aller vers là, ce qui est hyper intéressant, on va tester. Mais par contre, on sait vers où il faut commencer pour pouvoir apprendre étape par étape. Donc voilà. Ensuite, donc voilà mon parcours. Je suis partie à France Télévisions. Avec d'autres problèmes à adresser. Et en mars, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'incubateur des ministères sociaux. Alors, l'incubateur des ministères sociaux, on est des petites équipes avec des développeurs, des chefs de projet, on va dire, des coachs, des designers, où en fait, des personnes viennent nous voir. Donc, c'est souvent des agents de terrain qui viennent nous voir en disant, ils viennent souvent avec des solutions, mais après, c'est le métier de designer de dire, on va repartir du besoin. Mais disons qu'ils arrivent avec une chose qu'ils ont vue sur le terrain, une problématique. Et en fait, ils nous disent, nous, on aimerait agir et faire quelque chose. Donc là, s'ils passent les étapes, on leur dit, venez avec nous. On recommence toute la phase de recherche pour adresser vraiment le besoin. Et on va jusqu'à développer un premier produit. Donc encore une fois, je suis dans les interfaces. Donc souvent, c'est de l'interface, même quasiment tout le temps. C'est du service aussi, mais il y a quand même une grosse part de numérique. Et donc voilà, et on les accompagne jusque, on a une problématique, on va adresser un besoin, et là on va faire un premier produit. Donc on a 6 mois pour faire un premier produit, et on le sort. Et ensuite, s'ils veulent continuer avec nous encore 6 mois, ils peuvent continuer. Et donc dans ce cas-là, on va faire grandir le produit avec des ambitions un peu plus grandes. Donc voilà. Et donc j'ai pas mis un 6e point, parce qu'après je me dis que ça faisait beaucoup trop. Mais je pense que s'il y a bien une chose que je sais aujourd'hui, et encore une fois, je ne me considère pas du tout comme étant designer autre que designer, je suis designer. Je pense que quand on conçoit un objet, on conçoit de la même façon que quand on est dans le numérique. Et je pense qu'un designer, c'est quelqu'un qui aime écouter des histoires, qui aime le contact avec les utilisateurs, comprendre ce qu'ils vivent, et qui aime aussi en raconter, puisque... Voilà, je pense que c'est hyper important de créer un univers et une atmosphère, et je pense qu'on a une espèce de créativité et qu'on peut créer des mondes, et je pense que c'est ces mondes en fait qui rendent les choses un peu plus belles. Et après, je vous ai mis les inspirations du moment. J'aime bien finir souvent par des inspirations du moment. Alors, il y a Dopamine qui est vraiment bien. C'est une mini-série sur Arte. Donc, ça dure 5 minutes. S'il fait un dimanche pluvieux, ça passe très bien dans son lit. En gros, ça déconstruit comment les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les applications, il y a Tinder, il y a Uber, quel mécanisme il y a la science cognitive, en fait, sur lesquels le mécanisme il s'appuie pour nous faire avoir des comportements qui sont pas forcément ceux qu'on aurait eus. L'enfant éternel, alors ne faites pas comme moi je l'emmène en Sicile dans mon sac à dos, c'était une mauvaise idée. Mais L'enfant éternel, c'est une biographie de Philippe Forest, qui est écrivain, qui a perdu sa fille d'un cancer, sa petite fille. Elle avait 4 ans, et c'est un livre qui est vraiment magnifique, qui n'est pas du tout dans le pathos, et c'est justement sur comment en fait elle a vécu dans cet hôpital, dans ce milieu médical, pendant 1 ou 2 ans. Et voilà, et c'est très très beau, et je pense que ça met beaucoup de choses en perspective en tant que designer. Et après, je vous ai mis Emotional Design, en fait, de Donald Norman. Alors, ça ne touche pas que du design, enfin non, même pas. En gros, c'est si vous voulez apprendre un peu plus sur le design émotionnel. Donc ça, on va dire que c'est un des pionniers du design centré utilisateur. Alors, on ne parle pas d'interface dans ses livres, on parle plutôt dans son blog, mais dans son livre, on ne parle pas d'interface, mais on parle vraiment de la relation qu'on lie entre nous et les objets qui nous entourent.
Et voilà, je vous l'ai mis en dernier. Merci. Et Colline Fontaine, qui est designer et chef de projet au LABA, accompagnée par Cécile Bergot, qui est cadre supérieur de santé à la direction des soins du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, et Flore Dallène, qui est designer à l'atelier de l'Ours, qui vont nous présenter le projet L'eau à la bouche. Bonjour à tous. On va vous présenter le projet L'eau à la bouche, qui est un projet qu'on a mené ici au LABA, qui avait pour sujet faire du repas un moment de plaisir pendant un séjour en d'hospitalisation psychiatrique. Marie a présenté les deux autres intervenantes, mais que je laisse se présenter. Donc Flore Dallène, designer. Et qui a été l'une des personnes intervenant sur ce projet. Et Cécile Bergot, mais... Ah si. Je suis pas sûre, non. Ah si. Vous m'entendez? D'accord. Voilà. Bonjour à tous, Cécile Bergot, donc comme le disait Marie. Ça marche pas? Si. Donc je suis cadre supérieur de santé sur la direction des soins et ravie d'être là aujourd'hui et de vous écouter depuis ce matin. Pour replanter le décor, donc le repas, c'est un moment qui, en étant au LABA, est un moment qui revient souvent dans les visites qu'on a pu faire de services de soins, et comme un moment vite expédié, sur un temps court, où il y a pas mal de gâchis, et où surtout ça peut être un moment de grande frustration pour les patients. Et dans ce moment-là, nous, on voyait une occasion manquée, dans le sens où, en hospitalisation psychiatrique, donc c'est un temps d'hospitalisation qui peut être de l'ordre de 1 mois en moyenne, contrairement à l'hospitalisation somatique, donc quand on s'est cassé une jambe ou quelque chose, là, c'est un contexte dans lequel on a une salle de repas partagée, ça peut être vecteur de... Enfin, ça peut être un moment de socialisation à part entière, mais c'est pas vraiment ça. Et donc, on avait à cœur de travailler sur cette thématique-là, et on cherchait une occasion. Et en début d'année dernière, la DITP, donc, qui est la Direction interministérielle pour la transformation publique, un service rattaché au Premier ministre, au bureau du Premier ministre, c'est ça? Oui. Qui a lancé un appel à projet ouvert à toute administration publique en disant: vous avez un problème, vous ne savez pas encore ce que c'est la solution. Si votre projet est cohérent par rapport à tout ça, on vous donne 25 000 € et 3 mois pour explorer quels pourraient être un début de réponse et de solution à ensuite expérimenter. Donc, dans ce cadre-là, on a porté au LABA et en collaboration avec la DAL, donc la Direction des achats et de la logistique du groupement hospitalier, un projet qui s'est appelé L'eau à la bouche, et donc qui souhaitait prendre la forme d'un protocole d'accompagnement des services pour faire du repas un moment de plaisir pour les patients, c'est-à-dire au-delà d'un moment logistique, un moment de nutrition, de réintégrer cette notion de plaisir. Et du coup, de traiter cette notion-là à la fois par un traitement des espaces du repas et de faire qu'ils soient plus accueillants, plus gourmands ou plus appétissants, et d'un autre côté, de réintégrer cette question-là dans la pratique soignante, enfin, disons de questionner ce sujet-là dans la pratique soignante. Je parle beaucoup, mais après, on va partager la parole. Après, je parle. Voilà. Je plante le décor, disons. Donc, on avait 3 mois pour expérimenter. Et on a, du coup, même si, donc ça, la zone que vous voyez en bleu, c'est tout le champ d'intervention du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, donc qui traite 80% de la psychiatrie parisienne. Et qui a 6 grands sites d'hospitalisation, eux-mêmes divisés en plein de petites unités, donc ça fait beaucoup d'espace. Et donc, pour cette phase d'exploration, on s'est centré sur une unité d'hospitalisation, ce qui représente en fait tous les patients hospitalisés d'un tiers du 18e arrondissement de Paris. Et donc, c'est-à-dire 28 patients au maximum.
Donc, sur ce terrain-là, on a travaillé, on est allé beaucoup en immersion dans ce service-là. On a du coup commencé par beaucoup de temps sur le terrain pour comprendre de quoi il était question quand on parlait de repas. Donc ça, c'était la salle de repas dans son état initial. Oui, c'est ça. Si tu veux décrire tes impressions, Flore. Accueillante. C'est une salle de repas. Faut dire qu'elle est fermée tout du long de la journée, à part au moment des repas, donc qui sont très courts, où elle est momentanément ouverte, ce qui expliquait aussi, je pense, par exemple, des tas de choses, mais environnement assez figé et visible depuis l'extérieur des couloirs donc de l'unité. Donc voilà, environnement figé, pas forcément très accueillant. Voilà, même au niveau du matériel, etc. On est vraiment dans de la cantine. Donc le repas se prend en salle, le service, les assiettes sont dressées avant qu'on entre dans la salle. Le repas se prend à heure fixe parce qu'en fait, il est contraint dans tout un tas d'organisations dans la journée pour les soignants. C'est-à-dire ça se passe juste après la prise des médicaments. Après, il y a tout un tas de choses à arranger, à organiser. Donc ça, c'est tout ça qu'on a essayé de détailler pendant le temps où on est venu, ou les temps où nous sommes venus. Et donc oui, c'est aussi une parenthèse, c'est que donc les sous qu'on a eus pour pour cette phase d'exploration, même si nous, on est designer au sein du LABA en partie, et acteurs de la culture, les sous qu'on a eus nous ont permis de faire intervenir des professionnels avec des champs d'expertise variés et du coup de muscler notre équipe sur ce sujet-là. C'est dans ce cadre-là que du coup on a fait intervenir Flore Dallène à ma gauche, puisque s'intéressant aux questions de participation dans les espaces de la vie culturelle et collective. C'est ça. Donc, armés de nos fiches d'observation, on discutait avec les soignants, on se mettait dans des coins pour observer comment ça se passait, on parlait avec les soignants, les patients. Et voilà. En parallèle de ça, sur le même temps, on menait des entretiens avec les patients et les soignants. Des entretiens imagés, parce qu'en fait, donc, quand on amenait la question de comment on fait pour que ce soit un moment plus, davantage un moment de plaisir, le moment du repas, on disait mais de toute façon c'est pas bon, et de toute façon la salle elle est trop petite. Donc partant de là, ok, très bien, rentrons chez nous, tant pis. Le fait d'amener comme ça des images, donc nous on n'a pas, là-bas on n'a pas un protocole qu'on amène à chaque fois qu'on va dans un terrain, mais on a des outils qu'on essaye de développer un peu à chaque fois qu'on travaille sur un projet. Et là c'est vrai que les images, ça nous permettait de ramener tout un tas d'images qui avaient trait de près ou de loin avec la question du repas, la vaisselle, le service, les aliments, des moments avec plein de gens, des moments où il y a peu de gens. On amenait ce paquet d'images et on proposait, on s'était aménagé une table dans un coin du service, on était comme ça C'était un coin assez passant, parce que donc, le service aussi a la particularité d'être en couloir ininterrompu, en boucle. Donc en fait, fatalement, si on fait le tour des couloirs, on tombait sur nous. Donc, ça, c'était aussi une spécificité de ce lieu-là. Mais voilà, on s'est mis à cet endroit-là avec donc le paquet d'images. Et on proposait de faire un peu le tour de ces images et d'en piocher quand certaines les interpellaient et de venir un petit peu nous raconter pourquoi ils les avaient choisies. Donc ça pouvait être des trucs vraiment très personnels comme très général aussi. C'est-à-dire, mais ça, je sais pas, le partage c'est hyper important, tout ça, ou alors, la cuisine japonaise, j'adore parce qu'ils font un vrai travail sur les formes. Et puis, oui, là c'est hyper convivial, mais en même temps, du coup, qu'est-ce qui crée le décalage entre la situation actuelle de la salle de repas que vous avez vue et cette situation identifiée comme plus souhaitable ou plus chaleureuse, voilà. On avait aussi des cartes de questions qui permettaient encore de décaler le propos, à savoir qu'est-ce qui me manque quand je suis à l'hôpital, si je pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que
qu'est-ce que je ferais. Et donc c'était important pour nous de poser cette question autant aux patients qu'aux soignants. À cette étape-là, je dirais qu'on a été aussi, on a été marqué par on va dire l'extra-lucidité des patients par rapport à ce qu'on avait la capacité de mettre en place. Oui, c'est vrai. Hein. Non, mais par rapport à ce qu'on avait la capacité de mettre en place, c'est-à-dire pour eux, donc quand on leur montrait des images avec soit des mecs qui avaient l'air délicieux, soit des endroits chouettes et colorés, ils disaient non mais ici c'est pas possible, hein, voilà, ça va jamais se faire. Et donc du coup, on était là avec eux pour un peu dire, alors peut-être pas tout, mais un peu va se faire. Et donc, qu'est-ce qui, là-dedans, est le plus important Est-ce que c'est le mets délicieux ou juste l'assiette sur laquelle il est posé et qui est quand même jolie en soi? De tous ces retours, de tous ces entretiens, on a du coup rassemblé et retrié ce qui ressortait et qui en fait prenait la forme assez vite de propositions concrètes, de choses qui pouvaient être à court, moyen ou long terme, mais en tout cas de rassembler toute cette matière-là, on a eu très vite envie de la remettre aux yeux des personnes qui avaient participé, et principalement des soignants et du personnel médico-soignant même plus largement. Parce que, donc, on vous l'a décrit comme ça, quand on est arrivé, c'était oui, mais de toute façon, il n'y a rien à faire, sauf de faire des travaux très longs, de changer, de révolutionner tout. En fait, ce qu'on montrait en recompactant toutes les idées ou les choses qui émanaient des entretiens qu'on avait eus, et on avait sous le nez comme ça une 50aine d'idées concrètes qui n'étaient pas révolutionnaires, mais qui chacune en fait relevaient de choses qui pouvaient changer fondamentalement le moment du repas. Et alors là, sur l'image, on voit avoir des chaises plus légères, parce qu'en fait les chaises hyper lourdes qu'il y avait avant, c'était un problème tant au niveau de l'environnement sonore, parce que des chaises hyper lourdes qui raclent le sol dans une pièce toute petite, c'est terrible, mais c'est aussi terrible pour les ASH, pour la motricité, et aussi pour les agents de service hospitalier qui doivent les manipuler 3 fois par jour, les lever, les descendre, etc. Pour nettoyer les sols, etc. Et voilà. Et donc on a soumis du coup toutes ces choses-là au personnel médico-soignant aussi pour sonder la popularité, disons, ou même pour affiner des questions qu'on avait pu faire ressortir comme ça. Par exemple, la question de la mise en valeur du menu, qui était quelque chose qui était assez plébiscité, mais voilà, est-ce que c'était important de savoir plus pour une journée, ou plus d'avoir la visibilité de la semaine? C'était des petites choses, mais ça permettait de se poser cette question-là. Et à ce stade, en fait, on l'a beaucoup plus soumis, ces idées-là, aux soignants qu'aux patients, notamment parce que quelque chose qu'on voulait garantir, c'était que la liste des choses à faire pour eux ne s'allonge pas, ou que le temps que ça prenait pour eux ne s'allonge pas non plus. Donc finalement, c'était plus de voir avec eux ce qui pouvait être facilement mis en place, et ça pour pérennité et confort de leur travail. À l'issue de tous ces retours, on a du coup réintégré toute cette matière pour en fait analyser et définir les enjeux ou les axes de travail qui se dégageaient de toutes ces micro-propositions, disons. Donc, au lieu de partir d'une grande analyse dont on allait faire découler des pistes, on a un peu fait l'inverse. On est parti des petites propositions, on a essayé de retracer quels étaient les grands chapeaux qui se cachaient derrière. Et donc, ce sont ceux-ci. Un travail... Donc, on a vu que l'amélioration du moment du repas pouvait... et faire que de le qualifier plus d'un moment de plaisir pouvait passer par le développement de la sensation d'autonomie des patients, parce que quand on est patient en psychiatrie et que du coup il y a plein de choses qui sont limitantes dans l'espace, dans l'organisation du temps, etc., des petites choses comme pouvoir se servir soi-même de l'eau ou soi-même du pain ou des choses comme ça peut être majeur dans le sentiment sinon d'infantilisation un peu qu'on peut ressentir. Un autre point sur le développement de la sensorialité. Je ne sais pas si tu veux dire là-dessus.
la sensorialité. Bon, déjà, on avait remarqué qu'il manquait d'une manière générale de sensorialité, mais beaucoup parce que voilà, on l'a dit tout à l'heure un petit peu sur de la vaisselle très standardisée, des choses un environnement avec assez peu de couleurs, assez peu de choses à regarder, à part des dessins faits par les patients eux-mêmes qui finalement les intéressaient pas tant que ça. Après, il y avait aussi toute une question d'odeur, même de stimulation, de goût qu'on pouvait amener un petit peu plus finement qu'en changeant directement les plats qui étaient proposés. Et voilà, donc, le dernier point, c'est sur le rapport au temps et finalement de voir comment le repas pouvait être davantage mis en valeur comme marqueur temporel dans la journée, dans ces journées qui peuvent être longues, dans ces semaines qui peuvent être longues quand on est hospitalisé. Donc on a traité ces deux choses-là pendant donc toujours cette phase d'exploration de notre sujet, donc pendant nos 3-4 mois d'exploration. On a traduit tout ça dans deux expérimentations, deux prototypes. D'un côté au travers de la transformation de l'espace et de l'autre sur un atelier avec les soignants. À ce moment-là, donc, Chloé Adelheim, designer et vidéaste, nous a rejoint dans l'équipe. Et on a d'abord travaillé sur l'environnement du repas. Donc, vous aviez vu la salle à manger avant, la voici maintenant. Non, mais pas encore. Juste pour refixer le contexte, on était donc dans mettre en place des choses à court terme. Et donc, même si on avait un peu de budget pour réaliser des choses, il s'agissait de ne pas avoir à changer les habitudes du service par quoi que ce soit qu'on allait mettre en place. Donc on a essayé de garder le maximum de choses existantes. Enfin, on n'allait pas péter des murs, mais aussi on a conservé les tables parce que dans la configuration de l'espace, pour caler le maximum, le nombre de personnes adéquates, on pouvait pas, je sais pas, mettre des tables rondes parce que ça aurait été plus convivial. Dans cet espace-là, ça aurait pas été possible. Mais donc, en travaillant en 2 nuits, nous avons changé les couleurs de l'espace. On a travaillé sur donc, les chaises. On vous a fait un focus tout à l'heure, donc je ne vais pas réinsister là-dessus, mais voilà. On travaille sur la couleur de la vaisselle pour avoir de la vaisselle qui contrastait. Le bleu a été choisi comme suivant des études qu'on avait lues sur que plus il y a de contrastant le plus avec les aliments et contrastant et du coup favorisant la mise en appétit. Ouais. C'est des essais, hein, donc voilà, on verra par la suite, mais en tout cas on avait lu ça et on se disait tiens, voyons si ça change quelque chose. On voit aussi sur le côté de la salle la mise à disposition de BD en juste mettant un petit rebord à l'appui de fenêtre. Tout d'un coup, un bord de fenêtre devient une étagère sur laquelle on peut mettre à disposition des livres. Et en fait, des BD, ça fait aussi partie de décors changeants et mouvants, mais qu'on peut prendre avec soi et qui participent à qualifier ce lieu plus de lieu de vie. Ça, c'est sur du coup la mise en valeur des menus qui se faisait à la fois depuis l'extérieur de la salle, quelque chose qu'on peut consulter de l'extérieur, où il y a la même feuille A4 qui avant était scotchée sur la vitre, mais qui là a un peu sa place et qui est quelque chose qui est très fréquemment consulté par les patients parce que voilà, marqueur temporel comme on vous le disait, savoir qu'est-ce qu'on va manger cette semaine, c'est important, et du coup avec aussi une zone d'ardoise pour écrire le menu du midi, du soir. Et ça, c'est fait encore aujourd'hui par les soignants. Au niveau ensuite de ce qu'il y avait sur la table, donc on va parler des assiettes. Il y a eu les verres qui ont changé parce qu'il y avait une demande pour qu'ils soient plus grands. C'est un peu une liste à l'après-verre, mais en fait, c'est justement... ce qui nous a marqué aussi là-dedans, c'est de voir que c'est la somme de toutes ces petites choses... la taille des verres, la couleur des assiettes qui en fait pouvaient changer l'expérience. Par exemple, sur les verres, ça paraît être un détail, mais juste le fait d'avoir un grand verre. On parlait de l'infantilisation. Un patient qui pouvait pas servir de l'eau lui-même avait juste un petit verre à sa disposition qui était le même petit verre que la cantine de l'école primaire. Ça crée une situation infantilisante et un peu décalée aussi par rapport à son parler de mise en appétit et de repas.
Et voilà. Et un dernier aspect sur la mise à disposition d'épices. Et comme vous pouvez le voir, autant sur les carafes mises à dispo que les pots à épices, on est allé sourcer certaines choses chez Emmaüs ou Apparenté. En fait, des objets qui pouvaient sortir du catalogue standard du mobilier de collectivité, mais qui ne posaient pas de problème en termes d'hygiène, et puis surtout qui ne posaient pas de problème en termes de coût, c'est-à-dire acheter quelques contenants à épices et 3 carafes allait pas être un poids pour le service, même au-delà de notre intervention là. Et là, l'idée, c'était aussi de justement casser un peu la standardisation, c'est-à-dire que on a une vaisselle qui, pour des questions pragmatique, voilà, c'est toujours la même, c'est les mêmes verres, les mêmes couverts, les mêmes assiettes, mais sur ces éléments-là qui sont de toute façon des éléments qui sont partagés pour une même table, on a réussi à faire entrer comme ça de la diversité par juste des éléments, comment on dit, plus familiers aussi. Moi, j'ai que chiné qui me vient à la tête, mais des éléments pris dans des endroits de seconde main. Voilà. Donc oui, là maintenant, donc tout ça, ça a été mis en place en juin-juillet. On était dans le service, notamment avec les étudiants du workshop hier encore, et en parlant avec les soignants, donc la vaisselle est utilisée encore. Il y a des questions sur l'hygiène liées aux épices. Enfin bon, ça, il faut encore que ça soit travaillé pour être vraiment, pérennisé. Mais ce que disaient les soignants, c'était que la première validation, disons, c'était que l'espace n'avait pas du tout été dégradé depuis sa mise en place. Et c'est pas que les gens cherchent à dégrader nécessairement les espaces, mais c'est qu'un espace dans lequel les gens ne se sentent pas forcément très bien se retrouve très souvent couvert d'écritures ou de mots de protestation ou de choses comme ça dans l'hôpital. Pour avoir des retours soignants par la suite. Le deuxième axe, donc du coup, ça a été la mise en place d'un atelier avec une designer culinaire, Céline Pelcé, pour faire une petite formation à destination des soignants. Une formation, pas une formation certifiante, mais un moment de transmission autour de la préparation d'un goûter. Donc, vous avez vu que jusqu'ici, on parle de repas, mais on a habilement contourné la question de mais qu'est-ce qu'on a dans son assiette. C'est tout à fait conscient. Hein. C'est simplement qu'à l'hôpital, c'est une question extrêmement verrouillée pour tout un tas de raisons budgétaires principalement, mais de l'ordre de l'hygiène aussi, de tout ça. Et donc, on n'a pas abandonné de travailler sur cette idée, mais disons que dans une exploration de 3 mois, ça ne nous paraissait pas faisable d'avoir une action à court terme là-dedans. Par contre, du coup, au travers de cet atelier, l'idée, c'était de faire un atelier de préparation de goûter, donc un moment qui est aussi un moment où on mange, mais qui n'est pas dans le quotidien, dans le quotidien. Ni dans le quotidien, ni dans le schéma d'approvisionnement d'habitude. C'est-à-dire que c'est un moment sur lequel les soignants peuvent avoir un peu de marge de liberté, surtout le week-end, dans l'organisation de choses qui sont préparées pour les patients un peu. Et de l'ordre du festif, un petit peu. Parce qu'on avait pu observer un moment de goûter comme ça, qui était c'est un peu le moment des initiatives, quoi, où les soignants peuvent faire des crêpes ou mettre de la musique. Moment de liberté. Et voilà. Et donc la feuille disons la liste de courses qu'on avait demandé à Céline Pelcé, c'était de travailler sur quelque chose qui pouvait être réappropriable de plein de façons, c'est-à-dire pas de faire la grande recette pour laquelle il fallait des ingrédients introuvables, etc., mais quelque chose pensé un peu de l'ordre du système. Ça va devenir plus concret avec ce que je vais montrer après, mais voilà, et aussi qui puisse se faire avec des choses facilement à disposition, des restes de fruits d'un repas, et puis introduisant quelques ustensiles qui pouvaient changer la présentation des aliments, juste parce que en les ayant à disposition, ça rendait plus facile certaines mises en forme. Alors là, je dois faire un petit geste technique. Voilà.
ça. Donc là, vous voyez la synthèse des 2 ateliers qui ont été menés donc, sur 2 jours. Et ce qu'on voit au début, c'est que, outre le moment de préparation du goûter lui-même, le moment le plus important, finalement, ça a été le moment de transmission qui a eu lieu avec les soignants. Il y avait un grand temps de discussion, ça a été fait sur 1h15, 1h30, mais à la limite, c'était 15 minutes de préparation, et avant ça, 1h15 de discussion. Voilà. On entend en fond juste le bruit de fond, enfin voilà, il n'y a pas de parole, enfin ce que je veux dire, c'est que ce qu'on dit là ne masque pas des choses, ne vous empêche pas d'écouter voilà, la vidéo. On avait quand même, enfin, Céline était allée assez loin dans justement le décalage avec ce que pouvait être normalement un moment de goûter à l'hôpital, à savoir une madeleine sous vide. Là, le fait de préparer le repas à même la table en le recouvrant de papier cuisson, avec soit des choses directement à racler sur la table ou des petites choses à prendre à la main. C'était vraiment dans ces choses-là de connexion avec ce qu'on mange de manière différente. On a essayé d'initier un carnet de recettes justement pour transcrire ces choses-là, mais ça n'a pas encore trouvé sa meilleure forme. On ne parlera pas. Et donc là, c'est les patients que vous voyez déguster avec les soignants. Ce qui a été intéressant pour nous dans ce... Oh, ça va se remettre en boucle, non ? Non. Dans ce moment-là, c'est que par un petit atelier, on a été... on s'est heurté au départ à des représentations que pouvaient avoir les soignants sur les comportements qu'allaient avoir les patients, du type ah non, mais si on fait un grand truc partagé, il y en a qui vont tout manger et qui vont rien laisser pour les autres. Voilà. Ce genre de c'est vrai. C'est simplement parce que en fait parfois ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y a plein de choses des choses liées aux pathologies ou voilà, mais même aux médicaments qu'on prend qui peuvent vraiment décupler. Alors ça, Cécile, ça serait peut-être justement replacer tout ça dans un contexte soignant, mais les médicaments qu'on prend peuvent exacerber l'envie de manger des choses sucrées. Il y a toute une crainte liée à la prise de poids, etc. Donc toute la construction de cet atelier goûter, c'était aussi de faire un truc hyper plaisant à partir de choses qui n'allaient pas être caloriquement problématiques et de dire que voilà, si quelqu'un va en prendre 2 parts, ça sera pas grave, il y en aura quand même pour les autres, et puis lui, ça va pas le mettre ni en danger ni en problème. Il y avait quelque chose d'intéressant aussi, c'est que quand on a souhaité faire cet atelier, donc c'était vraiment à destination des soignants, et eux étaient surpris que ce soit à leur destination et pas pour les patients. Eux envisageaient vraiment pour eux atelier, ça voulait dire on allait travailler avec les patients, etc. Et finalement de leur montrer que c'était eux qu'on souhaitait un peu former pour qu'ensuite ils puissent avoir faire eux-mêmes ces ateliers. C'était aussi rendre autonome plus le service. Du coup, aujourd'hui, on en est on a fait cette phase d'exploration de 3-4 mois. Bien sûr, on a pu dresser que des prémices de pistes de sujets. Il y a un service qui a bénéficié de ça, et on peut voir ce qui tient moins bien, ce qui aurait besoin d'étayage pour perdurer dans le temps. Mais du coup, on cherche à voir qu'est-ce qui pourrait permettre une appropriation durable par les soignants, et du coup aussi une implication des directions fonctionnelles qui permettent de développer ça et de
passer à l'échelle, c'est-à-dire au-delà du petit service, les environ 25-30 autres unités, comment est-ce qu'on déploie le même genre de philosophie protocole, au-delà de... sans chercher à standardiser, à dire voilà, ça y est, on a trouvé la couleur qui fait qu'on se sent super bien dans un environnement de repas. Donc toutes les assiettes seront bleues. Voilà, c'est pas ça du tout la question, et encore moins, on va mettre des murs verts et bleus dans toutes les salles de repas. Par contre, cet enchaînement, ce protocole de chercher comment dans tel environnement on peut favoriser les critères qu'on a pu mettre en place, c'est quelque chose qu'on cherche à faire. Et donc le premier financement qu'on a eu, d'un jour à l'autre, nous attendons la réponse pour voir si on va avoir un financement pour mener une étude sur 1 an et demi pour pérenniser et développer cette approche dans 2 autres sites. Et ça veut dire développer ce qu'on a pu là effleurer, mais de développer les éléments qu'on peut sourcer, tant dans des aliments que de la vaisselle, du mobilier, les formations et les formes que peuvent prendre cette formation, parce que là on a vu que l'atelier à destination des soignants, c'était déjà une forme un peu, c'était pas un cours d'habitude, et développer les moyens de transmission de ces choses qui sont mises en place là pour voir comment d'autres services peuvent les approprier, et surtout comment est-ce qu'on peut construire tout ça en transversalité avec toutes les personnes que la question du repas intéresse au sein de l'hôpital. Oui. Parce que là, donc, on a vu les soignants, les médecins, mais il y a aussi les diététiciens qu'on a vu un peu, il y a les personnes du service de la restauration. Et donc, tout ça ne pourra être pérennisé que si toutes ces personnes se mettent autour de la table et travaillent à mettre au point des critères sur lesquels on pourrait voir, évaluer qu'est-ce qui se joue et pour qui quand on travaille de cette manière-là. Et du coup, Cécile, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Je ne vais pas avoir la réponse sur ce qui se joue. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis arrivée à l'hôpital en 1991. Donc à ce jour, j'ai passé plus de temps de repas à l'hôpital que chez moi, c'est certain, et encore plus qu'au restaurant. Et du coup, ce geste simple de l'alimentation devient quelque chose de complètement banalisé à l'hôpital, alors que finalement, on est dans un élément fondamental. L'alimentation, c'est quelque chose où on doit avoir du plaisir, en règle générale. Et à l'hôpital, ça devient quelque chose que, effectivement, d'un côté des soignants, on l'a mis à distance, et du côté des patients, c'est devenu un acte presque obligatoire. On doit passer par cette salle à manger qui n'est pas souvent sympathique et dans laquelle on passe très peu de temps. Pourquoi ? Pour plein de raisons qu'on trouve dans... Moi, j'ai travaillé dans différents services, qu'on retrouve en psychiatrie, mais qu'on trouve aussi en ce qu'on appelle en MCO, en service de médecine, chirurgie et obstétrique. C'est que on est exporté de chez nous, on n'est pas dans quelque chose de familier, et donc du coup, ce repas n'a plus de connotation plaisir. En psychiatrie, c'est accentué parce que les patients ont souvent des interactions sociales un peu abrasives, erronées de par leur pathologie. Donc du coup, créer ce lien avec les autres, il faut travailler autour. Et puis, vous parliez très justement des traitements, et effectivement, les traitements sont une part importante, puisque, et on ne retrouve pas qu'en psychiatrie non plus, c'est que quand on prend des médicaments, il y a des interactions, vous le savez, comme moi, et dans les interactions, souvent, il y a des interactions au niveau de l'alimentation, que ce soit une perte d'appétit ou un accroissement de l'appétit, ou des choses, une prise de poids induite aussi. Et donc, tous ces éléments autour du repas sont finalement, chez les soignants, mis à distance. On rationalise beaucoup, on est un petit peu dans un esprit très scientifique quand on est soignant, et on oublie les choses fondamentales qui sont le soin, le prendre soin. Et le prendre soin, ça passe pour moi avant tout aussi par l'alimentation. Donc j'adore ce projet, bien évidemment. Moi, je ne suis pas du tout inquiète sur le côté pérenne, parce que je pense qu'on va en faire quelque chose, parce que ce projet il nous amène à une chose essentielle, et c'est vous tous, et depuis ce matin je vous écoute, qui amenez ça, c'est que vous arrivez avec votre jeunesse, votre énergie et votre regard neuf, et vous nous questionnez, vous nous bouleversez, vous nous bousculez sur des choses qu'on ne regarde plus, parce qu'on regarde avec des œillères, et sur des choses qui sont la vie même. Et du coup, forcément, on va faire ce que nous, on appelle soignant de l'analyse de pratique, c'est-à-dire se remettre en question sur comment on fait les choses, pourquoi on les fait et pour qui. Donc ça, c'est déjà quelque chose que vous avez gagné, donc bravo. Le second plan, c'est les patients, c'est les usagers, c'est les gens pour qui on est là, nous, à l'hôpital, et pour qui vous amenez cette fraîcheur.
Et eux, ils sont intégrés à cette dynamique et ça, c'est essentiel. Et on est de plus en plus en ça et ça, c'est une très bonne chose. Et du coup, ils deviennent acteurs et ça, c'est indispensable. Donc, je ne suis pas du tout inquiète pour le projet. Je pense qu'au contraire, on a plein de choses à faire. Là où vous avez raison toutes les deux et où il faut qu'on arrive, c'est, quel que soit le projet, c'est arriver à pouvoir objectiver réellement avec des indicateurs. Parce que malheureusement, on est dans une société où on nous demande des résultats. Mais on trouvera les indicateurs. Et on trouvera la communication, la publication. C'est certain. Voilà, merci. Et juste, il y a quand même quelque chose, si on peut finir là-dessus, c'est que c'est un projet comme ça où on a été beaucoup avec une équipe soignante. Il y a du coup une attente créée du côté des soignants. Enfin, je veux dire, les patients changent, donc eux, voilà, ils ont une attente quand ils sont là de savoir si ce qu'ils ont dit va devenir quelque chose. Mais du côté des soignants, c'est très présent et c'est aussi pour ça que même dans une phase d'exploration, de creuser juste qu'est-ce qu'il pouvait y avoir derrière un sujet aussi vaste, on a eu à cœur de mettre en place directement des choses pour embarquer aussi, pour continuer d'embarquer l'équipe avec nous. Mais du coup, maintenant, voilà, c'est quelque chose qui, je pense, dans ce projet-là, mais dans tout projet de terrain, est important, de la trace qu'on laisse à l'équipe avec laquelle on travaille, parce que c'est bien beau de faire une collaboration, mais du coup, il faut que, même si pour nous, c'est des choses à très long terme, qu'est-ce qu'on donne de tangible à se mettre sous la dent pour les personnes qui nous donnent de leur temps. Voilà. Donc, merci de votre attention. Est-ce que vous voulez poser peut-être une première question, les organisatrices? Non? Alors, ouais. Il y a déjà une question dans la salle. Eh ben voilà, formidable. Bonjour. C'est une question au dernier projet qui nous a été présenté, l'eau à la bouche. En fait, c'est par rapport au choix du site qui a représenté le caractère pilote de votre exploration. Comment vous l'avez fait? Comment ça s'est passé? C'est une question qui revient souvent, en tout cas dans les démarches exploratoires sur des très grandes populations, et comment on ne tombe pas dans des généralités. Alors, dans ce cas-là, est-ce que ça marche ou est-ce que je suis trop loin? Je ne sais pas. Ok, merci. Je vais faire des acrobaties. Donc, dans le cadre, pour ce projet-là, ça s'est passé de la manière suivante, c'est que donc, le fait d'être intégré au groupement hospitalier, donc le GHU Paris, ça fait qu'au fur et à mesure, on est amené à rencontrer des services, des équipes soignantes qui manifestent leur intérêt pour nous, on voudrait être porteur de quelque chose au sein de notre service. Donc le service Pucin, là où on a travaillé, c'était un des services qu'on avait pu rencontrer comme ça, où au départ, il n'avait pas été nécessairement question du repas, mais il y avait par contre une mobilisation de l'équipe. Et ça, c'est super important déjà, parce qu'on ne va pas nous débarquer dans n'importe quel secteur et dire « Ah, vous ne le savez pas, mais en fait, ça va être génial, vous voulez absolument travailler avec nous ». Ça serait beaucoup plus difficile. L'autre chose, c'était que dans ce groupement hospitalier assez large et qui s'établit sur des territoires assez variés, cette unité-là, elle nous intéressait parce que c'était pas le cœur du 16e arrondissement, c'était une unité suffisamment représentative de l'état à peu près moyen, voire moyen moins, de l'ensemble de nos sites. Et du coup, ça c'était hyper important donc pour que ce qu'on puisse... Ah oui.
Alors ça, c'est une spécificité pour le coup. Donc ça avait le côté représentatif, mais ça avait des spécificités parce que chaque unité est liée à un territoire et du coup est hyper spécifique. Et donc là, c'était le 18e arrondissement, donc il y a une population multiculturelle. Donc la question des épices, par exemple, mise à disposition, elle était peut-être d'autant plus importante dans ce cadre-là. Ça paraît anecdotique, mais enfin en l'occurrence, voilà, c'est des choses qui sont beaucoup plus revenues que peut-être si on était allé dans un autre quartier. Donc il y a des spécificités à ce lieu-là, mais on l'a choisi pour qu'il soit le plus représentatif, enfin qu'il soit pas un lieu de base privilégié, disons. Bonjour. Moi j'ai une question à propos du diabète, du MII. C'est pour savoir si vous avez pensé ou si, enfin en tout cas dans comment pourrait se développer le projet par la suite, parce que du coup il a l'air, enfin avec toutes les recherches que vous avez menées, etc., très concret et très réel. Et qui est un besoin de l'ancrer dans le réel. Et c'est pour savoir si vous avez des pistes ou pensez à des choses pour le développer ou des partenariats ou des choses comme ça. Alors déjà, il faut savoir que c'est un projet qui s'est fait très vite. C'était dans un workshop, donc en 5 jours, on avait déjà une idée de la forme, une idée du projet, comment il pouvait se développer. Après, c'est vrai que là, en l'état, il est très loin d'être terminé et on a vraiment envie de le pousser plus loin. Comme j'en avais parlé, il aurait besoin de prendre en considération des normes d'hygiène, par exemple, ou alors être développé dans plusieurs gammes différentes à différents âges. Je pense que les enfants ne sont pas les seuls touchés par... qui ne sont pas les seuls qui pourraient être intéressés par un objet de ce type. Je pense que l'enfance, ce serait une bonne entrée en matière par rapport à un projet de ce genre, mais le but est qu'on arrive à le développer un peu plus loin et pourquoi pas le présenter à des concours et voir ce que ça peut donner. Et puis, il n'y a pas uniquement le traitement par stylo à insuline, il y a aussi la pompe à insuline. Donc, on pourrait imaginer un MII qui s'adapte aussi aux enfants porteurs de pompe. Et pour en avoir parlé avec des diabétologues, c'est un projet qui, je pense, pourrait un jour voir le jour. Maintenant, oui, je pense que ce qui est important, et comme c'est ce qui a été dit ce matin, c'est hyper important de passer par des associations pour parler avec des parents, pour se rendre compte, parce que là, l'objet est encore fœtus. Donc, pour le faire grandir, voilà. Merci et bravo. C'est pour continuer encore sur ce projet de MII, vous ne voudrez pas le faire essayer en fait directement avec des enfants, parce qu'on parle d'utilisateurs, de le mettre directement en application, peut-être essayer même avec ce prototype déjà pour voir. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être déjà essayé avec des utilisateurs, mais déjà voir directement le résultat. C'est vrai que le plus pratique, c'était que je l'utilise moi, parce que c'est pas un projet fait pour moi, mais c'est vrai que le plus pratique, c'était que je l'utilise. Et effectivement, je l'ai utilisé, le proto, cet été, un petit peu chez moi. Et je suis dans pas mal d'associations, avec notamment l'aide aux jeunes enfants diabétiques. Et je suis en contact avec pas mal de parents et effectivement, on aimerait bien le faire tester, ouais. Et oui, ça, en effet, ce sera une étape importante avant de développer le projet, qui soit un peu plus testé, qu'on puisse le voir un peu plus en situation avant de vraiment arriver à le faire évoluer.
On va devoir passer par là. La question s'adresse à Alex, je crois que c'est Alex. Ouais. Est-ce que est-ce que vous avez pu expérimenter votre projet, mettre en situation un peu ou pas? Alors, comme on peut le voir sur les images que j'avais projetées tout à l'heure, beaucoup d'images libres de droit, tout ça. Donc on peut bien évidemment imaginer que je ne l'ai pas fait et testé encore. Donc, en fait, je pense que l'avantage du projet est que ça doit être assez simple de mettre en place. Mais il faut le faire, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous prévoyez? Vous avez envie de proposer à des hôpitaux de l'expérimenter ou... Eh bien, oui, totalement. Mais j'ai toujours contact avec Cécile Vérité du CHU de Bordeaux. Et c'est quelque chose que je pense sérieusement mettre en place avec elle, mais quand j'aurai la possibilité de le faire. Alors cette fois-ci, c'est une autre question, mais par rapport à le projet L'eau à la bouche. Enfin, j'ai deux questions. Alors, comment vous êtes déjà rencontrés, toutes les deux? Nous deux? Oui. Si vous vous connaissiez avant et si vous aviez fait des projets avant. Et la deuxième question, parce qu'en fait, je m'intéresse au culinaire aussi dans les maisons de retraite et hospitaliers. Et comment s'est passée la phase d'expérimentation par rapport au goûter et comment vous avez rencontré aussi la designer culinaire? J'ai beaucoup de questions. Non, il y a une question qui se résout assez vite, qui est que donc on a rempli un dossier d'appel à projet au LABA. On n'était pas sûr de l'avoir. Tout d'un coup, on l'a eu, et tout d'un coup, il fallait la période d'expérimentation, d'exploration allait commencer demain. Donc, j'étais en charge du projet et il se trouvait que j'avais autour de moi Flore et Chloé Adelheim, qui étaient des personnes avec qui j'ai fait en partie mes études et qui se trouvaient avoir beaucoup traité de la question du repas dans des milieux différents. Voilà, donc c'était connaissance proche, et Céline Pelcé travaille dans le même atelier que Flore Dallaigne ici présente. Donc accointance et proximité totale, mais c'était pas pour rien non plus que c'était un sujet qui nous intéressait, c'est que voilà, autour de nous, là-bas, gravitaient quand même ces champs d'intérêt-là. Voilà. Et l'autre question, c'est les réactions des patients ou des soignants pendant le moment du goûter, ou les deux? Ouais, mais sauf qu'au final, on n'a pas utilisé la liste. Pardon. Oui. On avait le temps d'immersion. Enfin, après, je peux te laisser parler aussi. Alors, sur le goûter, en fait, nous, déjà, on voulait trouver quelque chose. Enfin, on voulait que ce soit un prétexte à la fois à tester des choses très facilement réplicables, comme l'a un peu dit Colline, c'est-à-dire on ne part pas dans des temps de cuisson bon, déjà des temps de cuisson c'est pas mal, mais de la préparation longue, etc. Ensuite, il y avait au départ, finalement on l'a pas forcément gardé, mais l'envie de travailler avec les aliments qui étaient proposés en épicerie par le prestataire, qui fournit par ailleurs les repas.
Et finalement, l'idée, ça a été quand même de travailler pas forcément avec directement cette liste, mais au moins des choses un peu génériques, qui soient pas compliquées à trouver et tout ça. Mais encore aujourd'hui, on voit que c'est quand même ça qui pose problème, quoi. Quand est-ce que le soignant il va l'acheter, quand est-ce qu'il prend la carte du service, c'est lui qui fait les courses ou pas. Enfin, déjà, voilà, ça posait un problème alors qu'on a essayé de simplifier au maximum de ce côté-là. Après, pour ce qui est de la forme que ça a pris au final, ça a vraiment été donné à Céline Pelcé, ces contraintes-là, et c'est elle qui a proposé ça. Donc là-dessus, on a eu, elle n'est pas là pour en parler, mais oui. Mais par contre, ça a été fait en étroite collaboration avec 2 diététiciennes, nutritionnistes, je ne sais jamais quel est le bon terme, diététiciennes nutritionnistes de l'hôpital, pour valider que ce qu'on donnait, ce que la designer culinaire allait proposer correspondait à ce qu'on pouvait proposer dans le cadre d'un goûter, que ça allait pas, en termes de calories, en termes etc., que ça allait correspondre à ce cadre-là. Et ça, c'était hyper important parce que l'idée, encore une fois, c'était pas de proposer des trucs qui marchaient un peu sous le manteau, mais qui en fait allaient pas passer ce cadre-là. Voilà. Peut-être on pourrait préciser, je pense pour les étudiants c'est important, la question des appels à projets, parce que pour eux c'est quand même un vocabulaire qu'ils connaissent pas forcément. Et si vous pouvez en dire quelques mots. Oui, parce qu'il y a plein de types d'appels à projets. Alors l'appel à projet, c'est bien. Moi, je connais ceux qui sont dans le cadre du... Vous avez énormément d'appels à projets. Donc après, dans des domaines très différents, mais les appels à projets, il y en a plein. Alors si je peux vous donner un conseil, il y a des moteurs de recherche pour les appels à projets. Donc vous avez notamment par région, et sur Paris, c'est le GIRCY Île-de-France. Donc c'est GIRCY. Et eux, ils ont un moteur dans lequel vous rentrez vos mots-clés et ça va vous sortir tous les appels à projets en cours. Donc ça peut être des appels à projets privés, publics, qui vont vous aider effectivement à avoir des financements. Dans le milieu de la santé, nous, on va aller plus vers certains appels à projets. Vous, dans votre milieu, vous allez aller plus vers d'autres. Et à un moment, à la croisée des chemins, en fait, on en trouve qui, du coup, peuvent être communs. Et c'est ça qui est intéressant dans l'aventure, c'est d'arriver finalement... avec des histoires différentes à prendre le même chemin et le tout, comme je vous disais tout à l'heure, au profit des patients, quoi. Et notamment sur votre dernière question qui était centrée sur les EHPAD, les personnes âgées et l'alimentation. Il y a eu une infirmière, Limoges, CHU de Limoges, dont j'ai oublié le nom, qui, elle, avait répondu à un appel à projet très spécifique pour le personnel paramédical sur la forme et la couleur des assiettes, avec un indicateur sur le plaisir et l'appétit des personnes âgées. Donc du coup, elle a publié des résultats. Et elle avait fait appel à un appel à projet très spécifique. Mais il y en a beaucoup. Donc le mieux pour trouver, parce que l'idée c'était d'avoir des sous. Là-dessus, on est tous, on a les mêmes objectifs. Donc du coup, il ne faut jamais s'arrêter à un appel à projet. Il faut aller en regarder plusieurs et pas étendre vraiment un maximum. Et du coup, utiliser les moteurs de recherche. C'est le plus simple. Et sur ce en quoi ça consiste en pratique, c'est du coup un organisme public ou privé décide d'allouer des sous à de la R&D en fait. C'est comme quand on est étudiant et qu'on fait des concours pour un industriel. Disons que ça se poursuit après sous la forme d'appel à projet qui voit un intérêt dans le fait de stimuler une recherche pratique dans tel ou tel sujet. Et du coup, on nous demande, en général, de livrer une note d'intention. Et sur cette note d'intention, on nous attribue ou pas un financement. Enfin, après, ça prend des tas de formes. Mais voilà. Et là, la demande de cet appel à projet, en fait, on pourrait revenir dessus. La DITP, c'était la demande, c'était donc ouvert à toute forme d'administration publique, donc autant les pompiers, les enseignants, tout. Tout un chacun pouvait du coup mettre en lumière un sujet, un problème auquel il ne voyait pas de solution directe. C'est-à-dire quelque chose qu'il avait expérimenté, mais pour lequel... Parce qu'en fait, souvent, pour le coup, les appels à projets, c'est vous avez déjà votre projet hyper bien ficelé, vous avez besoin de 300 millions d'euros, ok, ça va être compliqué, ça va se mettre sur des années, est-ce que vraiment on veut vous donner ces sous-là ou pas, on ne sait pas. Donc là, en fait, il voulait faire un peu machine arrière et dire...
on veut pas que vous veniez avec des projets hyper bien ficelés, on veut que vous veniez avec un problème, un terrain. On vous donne un peu de temps et de marge pour du coup expérimenter, voir ce qui ressort de ce terrain-là. Et de là, si vous avez quelque chose que vous voulez expérimenter, qui sera du coup un peu validé par ces premiers mois-là, on peut potentiellement vous donner plus de sous pour le faire sur un plus long terme. Donc c'est hyper intéressant comme forme d'appel à projet. Et pour le coup, ça n'était pas un appel à projet dirigé vers des designers. Sauf que donc nous, on était le seul laboratoire de design intégré à une structure publique qui répondait. Mais sinon, en fait, les autres structures, et d'ailleurs, Fleur, tu as travaillé avec un autre projet de ce même appel à projet, la plupart des administrations ont fait appel, en partie en tout cas, à des designers pour les aider à construire leurs réponses à leurs problèmes. Donc c'est intéressant aussi de voir que les designers sont de plus en plus identifiés dans ces champs-là. Et la DITP était accompagnée par des designers aussi, pour monter cet appel à projet. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés aussi, parce que c'est pas tout le temps le cas. Hein. Et là, on s'est retrouvés avec quand même des documents qui parlaient de phase de prototypage, etc., ou phase d'immersion, ou d'idéation. Des mots de vocabulaire qui ne sont pas forcément tout le temps dans les cahiers des charges des appels à projets. Là, c'était je dirais que le design avait une place déjà identifiée. Voilà, c'est pas toujours le cas, je tenais à te dire. Mais par contre, il y a de plus en plus d'appels à projets design et santé. Enfin, vraiment, là, on l'a vu. Enfin, nous, c'est super parce que même si on est intégré à l'hôpital, ça a été évoqué ce matin, mais on n'a pas forcément les sous pour développer des projets qui sortent du besoin urgent et immédiat. Enfin voilà. Et donc du coup, c'est super qu'il y ait de plus en plus ça. Ça nous donne une plus grande marge d'action. Non, mais comme je disais que c'était assez simple à mettre en place, je reprends mon sujet du coup. Je pense que si vous êtes intéressé, je peux donner mon mail et peut-être essayer de mettre ça en place comme ça, tout simplement. Parce qu'en soi, c'est vraiment peu de contraintes quoi pour la personne qui fait ça, voilà. Pour le service. Et voilà. Pour un temps limité. Merci pour la proposition. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour conclure la journée? Là, on va pas aller sur scène. Un grand merci d'être venu, d'être autant présent, par la qualité aussi des échanges. Je crois qu'on a eu l'occasion aujourd'hui de voir une diversité de projets, de rencontres qui sont très prometteuses en fait. Moi en tout cas ça me donne plein d'envie et plein de clés aussi pour accompagner. En fait ça réconforte aussi le fait de se dire que ces projets quand on les initie tôt, ça permet aussi aux étudiants qui le souhaitent en diplôme ou en doctorant de pouvoir avoir des clés en fait et être beaucoup plus munis pour pouvoir affronter ces problèmes. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes quand même venus en nombre et ça veut dire que c'est des problématiques qui vous intéressent et qui vous interpellent. Bon, c'est assez complet, merci Sophie. On était vraiment contents et puis ça, du public venu nombreux et on a envie d'en faire une autre. Pas tout de suite. C'est ça, vous nous avez donné envie d'en faire une autre. Peut-être comme disait Marie ce matin, un peu plus précise puisque là le thème était vraiment très large. Donc on vous tient au courant. Et aussi, je pense que ça nous intéresse d'avoir vos retours, parce que je pense que ça, c'est hyper intéressant pour nous de savoir qu'est-ce que vous avez perçu, si vous avez perçu des manques, qu'est-ce que nous, on peut améliorer éventuellement dans cette journée. Voilà, n'hésitez pas, je pense que c'est facile de trouver nos mails. Si vous voulez, on peut vous les transmettre. Mais voilà, c'est bien qu'on ait aussi vos retours. Si vous avez envie de thèmes pour les prochaines journées d'études, ça peut aussi passer par vos demandes.
Voilà, pas seulement de notre côté. Bien sûr. Le là-bas a un mail très visible. Tu peux les retrouver. Puis, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci.